Votre journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, tout un pan de l'économie locale mis à l'honneur ce mardi. Ils sont 38 en tout à avoir été distingués au concours général agricole. Les médaillés du Salon de l'agriculture ont été reçus par le conseil départemental et la chambre d'agriculture de la Sarthe. Direction l'EHPAD Irène Joliot-Curie au Mans. Ici, des poupées ultra réalistes, vous allez le voir, sont utilisées pour les patients âgés atteints de troubles cognitifs. L'invité de notre journal ce soir est Bernard Bourrier, PDG du réseau Autovision. Un entretien enregistré ce lundi après-midi dans notre studio. Mais on commence ce journal en parlant économie avec un nombre, Hélène, 38. Et oui Aurélien, c'est le nombre de médailles récoltées par la Sarthe lors du dernier salon de l'agriculture qui s'est tenu il y a quelques semaines. Les éleveurs et les entreprises locales primées se sont rassemblés ce mardi. Et vous allez le voir, derrière ces médailles, c'est toute une diversité de production, mais aussi un pilier économique qui a été distingué. Anthony Piton. C'est le produit phare de la Sarthe et il a récolté une flopée de médailles au concours général agricole. Fermières ou artisanales, les rillettes ont fait recette, avec pas moins de 9 producteurs primés dans le département. Pour Pascal Buret, c'était la première participation et il a obtenu la médaille d'or. On va peut-être toucher un peu plus des gens de l'extérieur, plus sur le Mans, dans des villes, dans des grandes villes, parce qu'on va avoir fait beaucoup de communication et des choses comme ça. Car les producteurs le savent bien, la médaille peut déclencher l'acte d'achat du consommateur. La maison Prunier, 4 fois primée en 2022, a obtenu 55 médailles depuis 2008. Quelqu'un qui ne connaît pas les produits, qui ne sait pas comment choisir, quand il va voir une médaille d'or, ça va lui inspirer confiance et il aura bien raison. On retrouve ça sur tous les produits alimentaires, le vin notamment, donc voilà, c'est vraiment un gage de qualité le concours agricole. En tout, les Sartois ont obtenu 20 médailles pour les produits et 18 médailles dans les catégories d'élevage. Un bilan qui témoigne d'une vraie diversité de production. On est vraiment sur une petite France avec un sud du département, avec des cultures spécialisées, avec de la vigne, de l'arboriculture, avec partout de l'élevage. Alors quand on dit de l'élevage, on a à la fois des producteurs de porc, on a des producteurs de volailles bien sûr, mais on est aussi des gros producteurs de bovins viande, bovins lait. Un champ d'activité large qui fait de l'agriculture un secteur clé en Sarthe sur le plan économique. Derrière chaque métier d'agriculteur ou d'éleveur, on pense qu'il y a à peu près 6 emplois. On a toute une catégorie d'activité économique qui est vraiment concernée. Un pilier d'autant plus important dans le contexte international. Grâce à leur variété de production, les fermes sartoises apportent leur concours pour tenter de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Santé à présent et on revient sur la saturation du centre hospitalier du Mans. Oui, on vous en parlait ce lundi dans votre journal. L'hôpital du Mans fait face à une saturation de ses urgences. Une situation donc qui est due aux épidémies de grippe, de gastro-entérite, mais aussi, ça continue toujours, de Covid-19. Le plan blanc a été déclenché dans tous les hôpitaux de la région par l'Agence régionale de santé vendredi 1er avril. Et la direction du centre hospitalier du Mans ne sait pas encore quand un retour à la normale est prévu. À ce jour, il manque pour le centre hospitalier du Mans une quarantaine de personnels d'aide-soignants et tout autant d'infirmiers. Écoutez Diane Peter, directrice adjointe du centre hospitalier du Mans. Il y a 2 choses qui permettent le retour à la normale. D'abord, la baisse épidémique en gastro, en grippe et nous l'espérons en Covid. On est sur une espèce de 6e vague qui ne dit pas son nom. Ça, c'est réel. Et puis, c'est surtout la possibilité d'avoir plus de ressources humaines pour permettre d'absorber cette charge importante. Et c'est là où le bas blesse. Elle utilise des poupées comme moyen de médiation et on en parle ce soir, Hélène. Elles sont mignonnes, câlines et parfois même ultra réalistes. Vous allez le voir, les poupées permettent de susciter les émotions chez les patients âgés atteints de troubles cognitifs et les résultats sont immédiatement visibles. Exemple dans l'EHPAD Irène Joliot-Curie au Mans, sous la caméra de Diane Lemoisson. C'est un joli moment inattendu, plein de douceur, qui a été proposé ce lundi à l'EHPAD public Irène Joliot-Curie du Mans. Avec des résidents atteints de troubles cognitifs type Alzheimer, l'approche non médicamenteuse est privilégiée. On multiplie donc ici les biais de médiation comme les animaux, les robots ou les stimulations sensorielles. Aujourd'hui, c'est l'approche avec des poupées qui est testée, la doll-thérapie. Les effets, ils sont révélés dans le cadre des études, mais ils sont vraiment visibles au quotidien, mais tout de suite. Il y a des soignants qui pleurent vraiment en voyant la réaction de certaines personnes. La réaction, c'est l'étonnement, la surprise, l'émerveillement, le bien-être, la détente
Et puis le fait de parler beaucoup aussi, de trouver les mots, des mots qui sortent tout seuls, alors qu'il y a des personnes qui ne parlent plus depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, on est face à des personnes qui trouvent leurs mots tout de suite et qui s'expriment avec une grande facilité parce qu'on est passé par le canal des émotions. Je l'appellerai bien André, parce que mon frère s'appelait André. Alors moi, je l'appelle André. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites là. J'aimais beaucoup mon frère. Il est mort jeune. Eh bien, le petit André, je l'aime. Je peux lui faire un bisou. Au contraire. Les poupées réalistes sont peintes à la main par Adeline, à partir de moulages de vrais bébés. Si ici on pouponne volontiers, il n'est pas question d'infantilisation. On n'invite pas une personne à jouer à la poupée quand on lui présente une poupée. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ici, une poupée, aussi belle soit-elle, n'est pas un jouet. C'est un objet qui attire l'attention et qui génère des émotions, des souvenirs et qui est vecteur de lien social. Et à travers cette poupée, il peut se passer plein de choses à partir du moment où la personne est intéressée, où elle est sensible à l'approche. Du rire, des larmes, beaucoup d'émotions en tout cas. Les résidents sont repartis ravis de cette expérience. Allez, place à présent à l'invité de ce journal, Bernard Bourrier, le PDG d'Autovision que vous avez rencontré, Hélène. Oui, l'occasion de parler avec lui de la problématique de l'emploi, puisque les centres recherchent des contrôleurs techniques et l'activité est forte, mais il y a bien plus d'offres que de demandes. L'entretien a été enregistré ce lundi dans notre studio. Allez, place à l'invité de notre journal à présent, c'est le PDG du réseau Autovision, Bernard Bourrier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous gérez un petit peu plus de 1000 centres à l'échelle nationale. 12 sont chez nous dans notre département en Sarthe. Mais c'est un secteur qui peine à embaucher. Pourquoi ? Il peine à embaucher parce que nous avons modifié, la réglementation a modifié les prérequis pour accéder à la profession de contrôleur. Et secondement, nous avons quand même beaucoup de contrôleurs qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite et qu'il faut remplacer. Donc de ce fait-là, avec ces deux éléments, nous avons en moyenne, dans la profession, tout confondu, 1000 à 1200 contrôleurs à trouver chaque année dans les 4 années qui viennent. Chaque année, il faudra trouver 1000 à 1200 contrôleurs. Et vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Tout le corps de métier qui a la même profession que vous a la même problématique, c'est-à-dire on peine à embaucher. Vous avez parlé de la génération Pépi Boom qui part à la retraite bientôt. Là, ça va être compliqué de recruter pour les remplacer ? Avec les modifications des prérequis, c'est-à-dire que nous sommes une profession réglementée. C'est-à-dire qu'on a besoin de prérequis très spécifiques pour avoir un agrément d'État. Et de ce fait-là, dans les bassins économiques et dans les bassins de formation, il y a des endroits où nous avons perdu jusqu'à 4 à 5 fois la capacité antérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir un bac pro pour pouvoir rentrer comme contrôleur technique et être agréé par l'État. Vous l'avez expliqué, il y a eu un changement justement dans la profession. Avant, qu'est-ce qu'on pouvait faire et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir travailler avec vous ? Depuis 2018, nous sommes passés d'un schéma où on pouvait rentrer comme contrôleur technique avec un CAP et quelques années d'expérience. Là, maintenant, il faut un minimum bac pro. Et de ce fait-là, ça réduit effectivement les capacités et les potentialités dans certains territoires. Est-ce que ça peut avoir une conséquence économique ? Vous craignez peut-être la fermeture de certains centres à terme ? Ça a des conséquences économiques parce qu'on voit déjà que dans certains endroits, des centres qui sont tenus par des artisans n'ont pas de repreneurs. Et comme ils n'ont pas eux-mêmes de contrôleurs comme salariés, le centre ferme. Et ça a des conséquences sur les populations qui ont besoin de faire de ces cas-là l'obligation de faire plus de kilomètres pour pouvoir accomplir leurs obligations réglementées. Justement, le client, oui, ne peut pas forcément venir vous voir facilement. Ça allonge aussi des délais de rendez-vous, peut-être ? Alors ça va allonger les délais de rendez-vous. Alors ça, c'est purement conjoncturel actuellement. Et là, il faut faire attention parce que tout le monde veut faire son contrôle technique avant le départ en vacances. Et c'est normal, c'est la sécurité routière et on va s'assurer que le véhicule est correctement entretenu et correctement en état réglementaire. Et de ce fait-là, on va avoir certainement un embouteillage dans le mois de mai-juin prochain, alors qu'actuellement, c'est un peu au calme. Et ça, c'est normal. C'est les suites de l'état d'urgence sanitaire. Il y a 2 ans, les gens n'ont pas réalisé leur contrôle technique pendant le mois de mars et le mois d'avril. Et de ce fait-là, sont venus en masse en mai et en juin, et on va 2 ans avant. Donc, s'ils ont un petit peu de disponibilité, qu'ils essaient de venir au contraire avant, ça permettra d'avoir une fluidité et surtout
ça leur garantira d'avoir un rendez-vous. Parce que vu le monde qu'il y a, si c'est comme il y a 2 ans, il y a des gens qui n'auront pas les rendez-vous qu'ils souhaitent. Est-ce que vous avez pu rattraper justement tout ce retard engendré avec la crise sanitaire? Tout a été rattrapé. Tout a été rattrapé, mais dans des conditions très difficiles et très compliquées, avec des emplois du temps surchargés et des personnels qui ont fait obligatoirement beaucoup d'heures supplémentaires, parce qu'autrement, ce n'était pas possible de régler ceci dans les délais prévus. Quel impact a eu la crise sanitaire justement sur le réseau? Alors, sur les réseaux, pratiquement pas, à part cet énorme décalage qui fait que les gens, pendant 1 an, 1 mois, 1 mois et demi, n'ont pratiquement rien fait, même les centres ont été fermés. Par contre, avec une suractivité très très importante durant les mois de mai, juin, juillet et jusqu'en août pour certains d'entre eux, parce qu'effectivement, il fallait régler le stock, puisque dans la réglementation, la personne titulaire d'une carte grise doit faire son contrôle technique tous les 2 ans à partir de la 4e année. Et ce devait d'être à jour. En tout cas, on a entendu votre appel. Vous recherchez des contrôleurs techniques. Alors, si vous êtes intéressé et que vous avez les compétences et la formation, évidemment, j'imagine qu'ils peuvent vous envoyer leur CV. Sans aucun problème, avec un avantage, c'est qu'on est sur des emplois techniques, des progressions dans le métier, et surtout, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, donc des emplois de proximité. Vous avez tout résumé. Merci beaucoup, Bernard Bourrier, d'être venu sur notre plateau. Bonne soirée. Et pour finir ce journal, on vous le rappelle, samedi, nous avons rendez-vous dans les urnes. Évidemment, puisque le 10 avril, Aurélien, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Vous avez bien suivi. Et la ville du Mans, d'ailleurs, recherche toujours une trentaine d'assesseurs. Il faut environ 400 personnes pour assurer le bon déroulement de la journée de vote dans les 97 bureaux que compte la ville. Alors, avis à ceux qui seraient intéressés pour tenir un bureau de vote, vous pouvez vous inscrire ou bien tout simplement prendre des renseignements à ce numéro, le 02 43 47 38 13. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et vous restez avec nous puisqu'on sera avec Antoine Besson dans Au Quotidien la suite pour débriefer cette première étape du circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire qui s'est déroulée du côté de Mamers. A tout de suite.